Bonjour à tous, je vous propose d'étudier aujourd'hui les DMA. Mais que signifie DMA? DMA est l'acronyme de Direct Memory Access, ou en français, accès direct à la mémoire. Dans ce cours, nous allons tenter de répondre à trois questions. La première question qu'on peut se poser est quel est le rôle ou la fonction d'un DMA? La deuxième question est où est placé le DMA dans l'architecture des microprocesseurs? Et la troisième question qui vient aussi à l'esprit, quels sont les types d'applications qui vont nécessiter la mise en œuvre d'un DMA? Si on reprend l'architecture générale d'un microprocesseur, comme on l'a sur la figure, avec le CPU, la mémoire et le périphérique, ces trois composants ils sont interconnectés par le bus microprocesseur. Le transfert d'une donnée d'un contrôleur doit impérativement passer par le CPU. De cette manière-là, on va pouvoir lire la donnée pour la stocker dans un des registres du CPU. Une fois qu'on l'a mise dans un registre du CPU, on va pouvoir la reprendre et la stocker dans la mémoire. Il est naturellement possible de faire le transfert inverse, c'est-à-dire prendre une donnée de la mémoire, la mettre dans le CPU, et depuis le CPU, la restocker dans un des registres du contrôleur ou du périphérique. Cette donnée peut être juste pour contrôler le périphérique lui-même, mais surtout on va l'employer pour transférer des données sur les périphériques externes. Ce mode de fonctionnement est bien si les périphériques ont un débit faible par rapport aux performances du CPU, du processeur. L'exemple typique sont les périphériques tels que des UART, des ports série, ou des claviers où on a très peu de données qui arrivent à la seconde. Par contre, si les périphériques ont des hauts débits, tels que des interfaces de communication de type Ethernet, on peut avoir des gigas, des dizaines de gigas, voire maintenant sur des nouveaux systèmes, des centaines de gigas, avec un grand volume de données, ce n'est pas forcément très pratique de mettre le CPU en œuvre pour cette partie-là, parce qu'on va l'utiliser ou gaspiller ses ressources. Ce serait plus intéressant de pouvoir dédier ça à quelqu'un d'autre. Alors, pour décharger le microprocesseur et économiser finalement cette ressource précieuse qu'est le CPU, le processeur, pour les calculs, on va simplement dédier cette tâche à un contrôleur, le DMA, qu'on vient d'introduire, et c'est lui qui va faire le transfert. C'est lui qui va s'occuper de prendre la donnée du périphérique, de la mettre dans un registre interne à son DMA. Une fois que cette opération est faite, il va pouvoir la mettre dans la mémoire. Ou naturellement, dans le sens inverse, de la mémoire dans le DMA et du DMA dans le périphérique. Le seul job que le microprocesseur a à faire dans cette histoire-là, c'est de paramétriser le DMA, de le configurer ici, mettre une partie de config dessus et laisser faire le travail au DMA. Tant que le transfert n'est pas terminé, le CPU est libre de pouvoir utiliser ses ressources internes pour faire des calculs ou des opérations. Pour effectuer le transfert de données entre le périphérique et la mémoire, il est naturellement indispensable que le DMA ait accès aux signaux du bus microprocesseur ici. S'il a accès à ces signaux du bus microprocesseur, il est évident, on le voit sur la figure ici, que le CPU n'aura pas la possibilité de l'utiliser pour faire ses propres transferts de données ou pour aller chercher du code ou aller chercher des données pour ses algorithmes. On verra comment est-ce que les constructeurs de microprocesseurs ont solutionné cette difficulté sur cette architecture ici pour éviter ce problème. Pour le transfert de données entre DMA, effectué par le DMA entre périphérique et mémoire, il existe deux modes d'opération. Le premier mode d'opération est celui qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que le contrôleur DMA va lire la donnée, les stocker ou les faire passer ou transiter par le contrôleur lui-même du périphérique pour les stocker finalement dans la mémoire principale ou dans le sens inverse. Ce mode-là s'appelle dual address. Il existe un deuxième mode qui prend la donnée d'un contrôleur d'entrée-sortie et les fait transiter directement par le bus pour les stocker dans la mémoire principale.
Ce mode-là s'appelle flyby. Ce flyby est un mode très très utilisé quand le DMA, contrairement à l'image qu'on a ici, est situé à l'intérieur du contrôleur d'entrée-sortie. Nous pouvons regarder maintenant les phases qui sont nécessaires pour effectuer un transfert avec un DMA entre la mémoire et un périphérique. On a toujours mis ici mémoire et périphérique. Évidemment, ça peut être en deux périphériques, ça peut être en deux mémoires. Il y a quatre phases principales pour le faire. Et la première phase, elle consiste à configurer le contrôleur DMA, ici, le paramétriser. Une fois qu'on a paramétrisé le contrôleur DMA, on va paramétriser le périphérique. C'est une phase de configuration ici. Une fois que cette phase de configuration a été effectuée, finalement le job pour le CPU est terminé. Il va informer le contrôleur et le périphérique, donc ce transfert s'est effectué par un DMA, et il va pouvoir vaquer à d'autres tâches, le CPU. Le transfert va s'effectuer une fois que le périphérique sera prêt. Donc c'est le périphérique qui va informer ici, dans une deuxième phase, ici, il va informer le contrôleur, informer le contrôleur DMA qui peut effectuer le transfert. C'est-à-dire qu'il est prêt. Il est prêt à l'émission de données ou il est prêt à la réception de données. Ça va dépendre du sens de transfert, du transfert. Une fois que le DMA a été informé que le transfert peut s'effectuer, donc ici on aura l'opération de transfert entre le périphérique et la mémoire, c'est la transfert qui est ici. Transfert ici, c'est la troisième opération. Et cette partie-là, ce transfert, il est naturellement sous le contrôle du DMA. Il va s'effectuer aussi longtemps qu'on a des données disponibles, soit dans le périphérique, soit dans la mémoire. Et une fois que cette opération est terminée, une fois qu'on a fini le transfert des données, le contrôleur DMA il va réinformer ici, quatrième opération, il va informer ici, il envoie une notification sur le CPU pour lui dire que le transfert est terminé. Cette notification, on a plusieurs façons de le faire. On peut le faire avec un bit de statut, comme on l'a fait, puis faire du polling. On profite relativement peu, finalement, dans ce cas-là, du contrôleur DMA, mais on va surtout, généralement, l'effectuer avec ici une interruption. D'accord? Ça veut dire que le contrôleur DMA a une ligne ici, une IRQ line, qui va permettre d'activer sur le CPU et de lever une interruption sur le processeur. On peut regarder maintenant quelques applications de CDMA. Une première application qui vient tout de suite, c'est la copie de grosses quantités de données d'une partie mémoire du processeur vers une autre partie du mémoire. C'est-à-dire qu'on va faire un transfert mémoire-mémoire d'une source vers une destination ici. C'est là qu'on effectue notre transfert. D'accord. Comment ça va se passer, ce transfert? Donc, le CPU, il va configurer d'abord le DMA, la première opération de config. Une fois qu'il a configuré le DMA, si la partie de request, on ne peut pas la déléguer à la mémoire. La mémoire, elle est juste capable de stocker l'information, elle n'est pas capable de prendre des initiatives. Donc, c'est de une fois le CPU qui va faire la deuxième requête ici pour activer le transfert. Une fois qu'on a activé le transfert, c'est le DMA qui va s'occuper de le faire. Donc, on a notre partie de transfert qui va s'effectuer ici. Et une fois que le transfert est terminé, naturellement ici, notre CPU de la quatrième, il va pouvoir faire la notification sur le CPU, en principe par une interruption. La question qu'on peut se poser est quelles informations sont nécessaires pour pouvoir faire ce transfert? Alors, on va bien se rendre compte qu'il nous faut les adresses de ces deux zones mémoire. On a besoin des adresses ici. L'adresse de la source, ici, de la source, et respectivement l'adresse ici de la destination.
Première étape à poser. La deuxième chose qui est importante, c'est de savoir la direction, savoir si on lit la mémoire du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Donc, on a besoin de la direction. Savoir si on agrémente les adresses ou si on les dégrémente. La troisième chose qui est importante, c'est de connaître la largeur du mot qu'on veut transférer, ici. La largeur, ici, width. Savoir si on transfère des mots de 1 byte, de 2 bytes ou de 4 bytes, voire plus long suivant les processeurs qu'on a à disposition. Et naturellement, la dernière information qui est indispensable est de connaître la taille, la longueur ici du buffer qu'on veut transférer. La length. Avec ces informations-là, on va pouvoir effectuer le transfert. Ce type de transfert est exécuté ici sur une mémoire qu'on va appeler linéaire. On le verra dans une autre application un tout petit peu plus tard. Il y a la possibilité, avec des DMA un peu plus performants, de faire des copies de zones mémoire 2D, comme on appelle. Hyper pratique ou très pratique, très utilisé si vous avez des applications avec des displays, des vidéos. Une autre application qui est très courante, ou probablement la plus courante qu'on a, c'est le transfert de données avec un périphérique, comme présenté sur la figure que vous avez là. La différence qu'on a par rapport à la transfert mémoire-meneur qu'on a discuté avant, c'est que le périphérique, lui, n'a pas les données stockées dans une mémoire linéaire, mais généralement dans ce qu'on appelle un FIFO ici. La caractéristique du FIFO est qu'on lit toujours à la même adresse, c'est-à-dire qu'on va l'accéder ici à un point, une adresse précise, et on doit rester sur cette adresse pour obtenir les données. D'accord. Comment on va s'effectuer le transfert dans ce cas-là? Donc, comme précédemment, on va configurer le DMA, d'accord? C'est la première opération. On va configurer le périphérique, la première opération qu'on doit faire. Pour l'indiquer qu'on va faire une requête avec un DMA. Une fois que ceci est exécuté, qu'on a fait la configuration, le périphérique, dès qu'il est prêt, comme je vous l'ai dit, à émettre ou à recevoir des données, il va informer ici le DMA, comme ça. Et le DMA va s'occuper de faire le transfert de la donnée entre le FIFO ici, c'est-à-dire rester sur cette adresse-là, lire les données, ils sont là-dedans, pour les stocker dans la mémoire, ou l'opération inverse, les prendre de la mémoire et les mettre dans le périphérique. Le transfert s'effectue ici. D'accord. Donc le DMA va s'occuper d'activer le transfert, la troisième opération. Et une fois que le transfert est effectué, on va renotifier ici le CPU. Quelles sont les informations nécessaires pour pouvoir faire ce transfert? Comme on l'a dit avant, on a besoin de l'adresse du FIFO, naturellement, mais on a aussi, bien évidemment, besoin de l'adresse du buffer, ici, dans la mémoire. L'adresse du buffer, ici, la source, ou la destination, peu importe. D'accord? On a besoin de connaître la taille du mot ici, la width. On a besoin de connaître la direction dans laquelle on va lire ou écrire les données, soit en agrémente, soit en dégrémente. Et on a besoin de connaître la taille du buffer ici. Si c'est une réception, ça va être la taille du buffer. Si c'est une émission, c'est le nombre de bytes qu'on va émettre. Pour le périphérique, ici, on a besoin naturellement aussi besoin de connaître la largeur, ici la width du périphérique, savoir si c'est lu en bytes, si c'est lu en mode 16 bits ou en mode 32 bits. La longueur du buffer en réception, elle est importante à connaître pour le DMA. C'est-à-dire que si le périphérique soit moins de données et qu'il arrête de transférer, il n'y a pas de souci, on aura la place pour le mettre, on n'aura pas d'overflow, de dépassement de capacité. Par contre, si le périphérique a plus de données que ce qui est possible de stocker dans ce buffer-là, le DMA va arrêter le transfert
et il va nous indiquer que c'était plein. Dans le cas des périphériques, du transfert entre mémoire et périphérique, comment se passe la configuration de ces contrôleurs DMA? Je vous ai mis ici une petite figure. Hein. On a deux choses, deux éléments là-dedans. On a un premier élément qu'on appelle les buffers descripteurs ici. Et de l'autre côté, on aura les data buffers. Les data buffers sont tout simplement la zone mémoire qui vont contenir les données hein, qui viennent du périphérique ou qu'on veut émettre sur le périphérique. Et les buffers descripteurs qui sont là, eux, contiennent l'information qui décrivent justement ce buffer descripteur. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce buffer descripteur? Un premier paramètre est naturellement l'adresse du buffer, hein, c'est-à-dire qu'il va nous donner ce lien-là, savoir où se situe dans la mémoire notre zone mémoire qui permet de stocker l'information, qui contient l'information. Un deuxième paramètre important est la taille, c'est savoir la taille du buffer ici, la size, qui est là. Et un troisième paramètre, un troisième champ hein, qu'on va trouver dans ces buffers descripteurs et les informations de contrôle. Qu'est-ce qu'on entend par contrôle? C'est là-dedans qu'on va indiquer la direction, c'est là-dedans qu'on va indiquer si on doit lever une interruption ou qu'un statut, c'est là-dedans qu'on va donner la taille du mot si c'est un byte, un mot de 16 bits ou de 32 bits. On a dit avant qu'on a un petit problème à la réception si le buffer est trop petit. Sur les contrôleurs DMA modernes aujourd'hui, ils ont souvent un mode de fonctionnement qu'on appelle scattergather qui permet de découper finalement la trame qu'on soit, hein, le frame de données qu'on a en plusieurs buffers. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est qu'on va tout simplement chaîner des buffers descripteurs. On va remplir un des buffers, ici par exemple le buffer 0 si on part depuis là. Une fois qu'il est plein, on va utiliser le buffer 1 qui est là, peut-être partiellement, d'accord? Et dans les buffers descripteurs, on va indiquer ce chaînage ici, d'accord? Comme ça, à la réception, on va pouvoir être informé qu'on a utilisé un buffer ou un et demi ou deux buffers ou trois buffers, peu importe, quoi. Si vous vous rappelez ce qu'on avait discuté dans le cours des entrées-sorties, où on avait découpé nos buffers de répétition en plusieurs blocs, ben voilà typiquement la façon de le résoudre avec les DMA. Une troisième application qui peut être intéressante, c'est d'utiliser les DMA en combinaison avec un timer, comme on le voit ici, pour effectuer de l'échantillonnage hein, sur des périphériques. Donc, ce qu'on aimerait, c'est prendre des données d'un périphérique et les stocker dans la mémoire, mais ce transfert qui s'effectue ici entre le périphérique et la mémoire, on aimerait qu'il s'effectue avec un intervalle précis. Si vous essayez de le faire avec le CPU seulement, c'est relativement complexe. C'est plus simple d'utiliser un timer pour le faire. Les timers, comme on l'a sur notre contrôleur, ils ont une pin de sortie ici, un timer out, un T-out, on va l'appeler comme ça, ici. Et ce T-out qui est là, on va pouvoir le connecter avec une entrée du DMA qu'on va appeler un DMA request ici. Une ligne hein, qui va permettre d'activer le DMA. Comment on va s'effectuer le transfert dans ce cas-là? Donc, de manière classique, hein, on va d'abord configurer notre DMA, la première opération ici. On va configurer le timer pour le faire, c'est-à-dire son intervalle. Hein. Toujours la première opération. Et naturellement, configurer le périphérique afin qu'il soit prêt à effectuer le transfert hein, quand on va lui demander de le faire. Par contre, la requête, on va la déléguer ici au timer. C'est lui qui va s'occuper de faire la requête à intervalles réguliers sur le DMA. Et le DMA, lui, va naturellement ici s'occuper de faire le transfert des données ici
la troisième opération, ici, faire le transfert des données. Une fois que cette opération est terminée, soit c'est le timer qui va nous indiquer qu'il a terminé son job, c'est une possibilité, ici, ou ça peut être le DMA qui vont nous indiquer comme quoi le transfert ou les transferts sont terminés, éventuellement. Il peut arriver des cas où on veut faire ça de manière périodique, non-stop. Dans ce cas-là, on n'aura pas cette notification. Le CPU sera chargé d'aller, lui, lire régulièrement les données qui sont dedans. Ça, c'est pour l'échantillonnage. On peut faire l'opération inverse. C'est si on a besoin d'émettre à un intervalle régulier des données, on pourrait le faire dans cette direction-là et laisser le timer faire ce travail-là. Si on regarde notre processeur, le AM335X ou 58, plus précisément sur ce qu'on a sur notre site BeagleBone, on peut regarder deux ou trois périphériques qui sont à l'intérieur. Un qui est intéressant, c'est un contrôleur LCD. Alors, dans notre constellation, dans notre système qu'on a au laboratoire, on n'a pas de display LCD qui sont connectés direct, mais le processeur a cette possibilité. On trouve justement à l'intérieur ici, si on lit bien le datasheet, on voit ici ce contrôleur DMA qui est posé ici. Ce contrôleur DMA va pouvoir travailler dans une mémoire qu'on appelle 2D, c'est-à-dire que la mémoire qu'on a, où on va stocker l'image qui est mise sur l'écran. On pourrait se représenter l'écran comme ceci ici, et on pourrait représenter les pixels de cette façon-là. D'accord, ça c'est nos pixels qu'on a. Alors, on peut avoir une image dans la mémoire qui est plus grande que le LCD est, il n'y aurait pas de souci. Mais ce qu'on cherche à faire assez couramment dans ce genre d'application, c'est de pouvoir découper une zone mémoire ici, là, et pouvoir la transférer avec un DMA ici. C'est ce qu'on appelle des mémoires 2D. Pour ce faire, ce qu'on a besoin, c'est naturellement la position X et Y ici, Alors, X et Y, si j'arrive à écrire ça correctement, X et Y, ici la position. Ce qu'on a besoin de connaître naturellement, c'est la hauteur de cette fenêtre. Ce qu'on a besoin de connaître, c'est la largeur, ici, de cette fenêtre. D'accord? Ce qu'on a besoin de connaître ici, c'est une origine, encore, c'est 1.0, ici, en X et en Y, pour pouvoir connaître le décalage, dans la mémoire. Et ce qu'on a besoin de connaître, naturellement, c'est la taille de un pixel ici. Est-ce que c'est 1 byte? Est-ce que c'est un mode de 16 bits ou un mode de 32 bits? Avec ces informations, on va pouvoir découper la zone mémoire et l'envoyer sur le contrôleur pour que ce qu'on a décidé d'afficher en bleu dans cette figure ici apparaisse sur notre écran. Une autre application qu'on trouve couramment sur les systèmes à microprocesseurs sont les contrôleurs USB. Ces contrôleurs USB ont des timings très serrés. Il y a beaucoup de contraintes temporelles sur ces contrôleurs. Pour pouvoir régler ça, on a justement, comme on le voit ici sur notre image, ici un contrôleur DMA. Alors la partie DMA pour les données ici. Et ce contrôleur DMA est accompagné avec un scheduler ici qui va s'occuper de la partie temporelle du transfert qu'on doit effectuer sur un bus USB. On voit ici, peut-être juste ce qui est intéressant, on voit ici la partie interface à l'intérieur du microprocesseur qui va pouvoir aller sur la mémoire principale de notre machine. La dernière application peut-être qu'on peut voir, ou le dernier contrôleur qu'on peut voir sur notre iMix, est le contrôleur Ethernet. Alors vous avez en jaune la partie du contrôleur lui-même, avec tous les signaux qui lui sont rattachés. Et on trouve en haut de l'image ici, on trouve de nouveau notre DMA qui va s'occuper d'effectuer les transferts sur le bus du microprocesseur ici sur le L3 Interconnect. Pour terminer cette présentation sur les DMA, je vous avais dit en introduction que les constructeurs de microprocesseurs se débrouillaient pour éviter les conflits à l'intérieur du chip.
des conflits sur plus, hein, pour augmenter les performances. On a un exemple typique ici de cette constellation. C'est une FPGA qui est développée par la maison Xilinx. Ils appellent ça des Ultrascale Plus avec des MPSoC pour des multiprocesseurs système on chip. On voit sur ce périphérique la partie CPU, on en a 3 dispositions. On a ici un processeur real-time ou un dual-core real-time ici sur la partie gauche en haut, RPU comme ils l'ont appelé. On a une deuxième partie ici qui est le CPU principal, le processeur d'application, avec le APU. Ce processeur d'application sont les machines 64 bits, des Cortex A53. On y retrouve ce qu'on a déjà discuté des caches intérieures du niveau 1, 32 kg de e-cache, 32 kg de d-cache, avec ici aussi une mémoire cache de L2 ici de 1 MB ici en dessous. Et pour terminer cette image, on a à côté encore un processeur graphique qui est capable de faire du traitement vidéo ou de choses comme ça, traitement d'image. Pour la partie périphérique, on la trouve ici sur notre gauche. Ici, on a les modules d'entrée-sortie pour le processeur. Ces périphériques sont aussi bien accessibles au processeur real-time. On le voit ici avec le bus, ici, des signaux. Voilà. Ils sont accessibles à travers ce cross-connect pour les gens des télécoms hein, qui connaissent bien les cross-connect. Voilà, vous en avez un ici à l'intérieur. Ils essaient de les développer de telle manière qu'ils soient ce qu'on appelle non-bloquants, c'est-à-dire que si un périphérique accède des données à quelque part, le deuxième ne soit pas embêté avec ça. Je vous ai parlé d'une partie FPGA. La partie FPGA, vous la trouvez ici en bas à droite. Donc dans cette partie FPGA ici, on va pouvoir laisser les gens du hardware ou les gens du système embarqué développer la logique qui les intéresse. La mémoire de ce système, la mémoire externe, la mémoire principale, elle est connectée ici par ce contrôleur DDR, vous le voyez ici, sur ce bus. Là. Il y a beaucoup de monde qui l'accède, hein, naturellement, ça c'est une des difficultés, hein, il y a beaucoup de monde qui vient dessus. Mais pour éviter les conflits, on voit sur cette machine-là, par exemple, un switch à l'intérieur, un principal ici, un switch principal là qui va ordonnancer tout ça. Et puis le CPU d'application avec sa FPGA a son propre système, son propre bus interne. C'est-à-dire que si le processeur APU qui est là, le processeur APU, a besoin d'aller chercher de l'information dans la FPGA, il peut le faire en même temps qu'un processeur RPU, ici, un processeur real-time, accède des données sur un des contrôleurs d'entrée-sortie. On retrouve dans ce système nos DMA, je vais vous les montrer ici, en rouge ici, vous avez ici par exemple une série de contrôleurs DMA hein, qui sont mis directement sur les bus ici ou sur les cross-connect. Hein. Naturellement, on aurait la possibilité de développer, d'ailleurs ça se fait, de développer ici des contrôleurs DMA pour les périphériques qu'on a à l'intérieur. Ce qui est intéressant de voir, c'est la taille des bus qui sont. Alors, bus vers la mémoire, c'est généralement du 32 bits, bien qu'on a la possibilité, ça c'est une machine 64 bits, on aurait la possibilité du 64 bits, on voit là sur la partie soulignée. À l'intérieur, on a tout ce qui est en bleu, dedans c'est du 64 bits. Pour la partie plus performante, hein, qui est reliée au processeur d'application, on va plutôt travailler ici à l'intérieur en 128 bits, pour augmenter les performances. Avec ceci, on termine le cours sur les DMA. Je vous souhaite un bon apprentissage. Merci.